Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier comment François Ier, roi de France, va devenir un prince de la Renaissance. Pour cela, regardons par exemple ce tableau. C'est le tableau le plus connu au monde. Il se trouve dans le musée du Louvre à Paris. C'est un tout petit tableau, mais tout le monde veut absolument le photographier lorsqu'il se rend à Paris. C'est la Joconde. Cette peinture a été réalisée par l'Italien Léonard de Vinci. Cette peinture donc a été peinte en Italie, mais elle a été achetée par François Ier, roi de France, lorsque celui-ci accueillait Léonard de Vinci à sa cour. Et c'est comme ça que c'est devenu donc en fait une peinture désormais de propriété française. Eh bien, ce simple achat de peinture est une démonstration du fait que le roi de France, François Ier, va non plus seulement être un simple roi de la féodalité, mais un roi de la Renaissance. Pourquoi, comment, c'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence déjà entre roi féodal et roi de la Renaissance? En fait, il s'agit de savoir comment on gouverne et par quels moyens on légitime son pouvoir et son autorité. En tant que roi féodal, bien sûr, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1515, François Ier va utiliser les leviers classiques pour affirmer son autorité. Mais en faisant dès le début de son règne des guerres en Italie pour s'emparer de l'Italie du Nord, et notamment du duché de Milan, c'est ce qui l'intéresse au départ, eh bien, il va découvrir une autre façon de gouverner des princes italiens dans leur cité, et il va largement s'en inspirer. Donc, s'inspirer de nouvelles façons de gouverner pour légitimer et accroître son autorité. On va détailler un petit peu tout ça. Voyons d'abord ce que ça veut dire qu'être un roi féodal et de gouverner en tant que roi féodal. Eh bien, tout d'abord, c'est légitimer son accession au pouvoir par le droit de l'hérédité dynastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est roi parce que ses ancêtres ont été rois. Si je vois par exemple François Ier, s'il devient roi, c'est parce que ses ancêtres appartiennent à une lignée dynastique de rois qui remonte jusqu'à Ucapet. En fait, la seule façon, la plupart du temps, de devenir roi en dehors d'une lignée dynastique, c'est lorsqu'un roi meurt sans laisser d'héritier. Et dans ce cas-là, bien souvent, les grands du royaume font une élection pour élire l'un d'entre eux pour devenir roi. C'est arrivé deux fois à la fin de la dynastie des Mérovingiens et une autre fois à la fin de la dynastie des Carolingiens. Autre façon donc de gouverner, de légitimer son pouvoir, c'est l'utilisation de la religion par la cérémonie du sacre. Donc c'est une cérémonie religieuse qui consiste tout simplement à sacrer le roi pour dire c'est Dieu qui vous a choisi pour gouverner le peuple et le royaume de France. Ça se fait à la cathédrale de Reims. Donc régulièrement, les rois vont à Reims pour effectivement ce cas donc dire aux gens ne vous rebellez pas contre moi parce que j'ai été sacré. Se rebeller contre moi, c'est se rebeller contre Dieu. Troisième chose de façon à légitimer son pouvoir en tant que roi de la féodalité, c'est bien évidemment utiliser le pouvoir militaire, la force, la guerre. Par exemple, François Ier, c'est un roi chevalier. Il possède son armure, comme au temps du Moyen Âge, son cheval, et il n'hésite pas à conduire ses armées à la guerre, à la bataille. Par exemple, lors donc des guerres d'Italie, dès 1515, il va donc en fait se rendre dans le duché de Milan pour effectivement ce cas donc s'en emparer. Il va remporter l'éclatante victoire de la bataille de Marignan en 1515. Eh bien, il était parmi ses soldats. Il était parmi toutes ses troupes pour conduire donc les gens à la bataille et à la victoire. De même, c'est parce que justement en fait il conduit ses hommes donc à la bataille que 10 ans plus tard à la bataille de Pavie, donc toujours dans le duché de Milan, cette fois-ci il va par contre être défait. Il subit une humiliante défaite, il est capturé. On va l'emmener prisonnier donc à la cour de Charles Quint, parce que donc le duché de Milan à ce moment-là appartient au Saint-Empire romain germanique auquel appartient donc en fait justement donc Charles Quint. Et donc on l'emmène à Madrid et il va y rester prisonnier pendant un an avant de pouvoir partir après avoir payé une rançon. Et signer un traité d'ailleurs qui ne lui plaît absolument pas. Donc en fait, dès qu'il va rentrer en France, il va dire oh, je laisse tomber. Quoi qu'il en soit, c'est bien parce qu'il était à la tête de ses chevaliers que pour le coup, il se faisait capturer.
Quand il rentre en France à ce moment-là, après sa capture et sa période de captivité, devrais-je plutôt dire, en Espagne, eh bien, il va très rapidement intégrer les fiefs de ses vassaux qui n'ont pas été suffisamment fidèles, qui ne l'ont pas soutenu à la bataille de Pavie qu'il a perdue. Donc c'est comme ça qu'il va tout simplement intégrer notamment pas mal donc de fiefs donc qui sont dans la région de l'Auvergne actuelle pour justement les intégrer dans son domaine royal. Même chose d'ailleurs pour le duché de Bretagne, qu'il récupère notamment au nom d'un droit d'héritage, parce que ça appartenait à son épouse, la reine Claude. Donc, résultat déjà, quand on augmente son domaine royal, automatiquement, on augmente son pouvoir, parce que déjà, on laisse de côté des potentiels vassaux qui ne seraient pas forcément fidèles, et puis bah, ça augmente aussi donc la quantité d'impôts récoltés. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que François Ier, il va s'inspirer de ce qu'il a vu en Italie pour gouverner. Et la première chose qu'il va effectivement donc faire véritablement, c'est s'inspirer des alliances complexes que pouvaient faire les cités italiennes pour justement s'en sortir avec un certain équilibre des forces. Eh bien, c'est justement ce que fait donc François Ier. Lui, il estime que son plus grand danger, c'est justement Charles Quint et donc son empire, qui va donc du royaume d'Espagne au Saint-Empire romain germanique et ses possessions en Italie. Donc, comme il se sent encerclé, il se dit, il faut dans ce cas-là, pour m'en sortir, conclure une alliance avec quelqu'un qui est aussi son ennemi. Or, bah, justement, son ennemi, à Charles Quint, c'est notamment Soliman le Magnifique de l'Empire ottoman. Les Turcs, donc. Eh bien, ce qui se passe, c'est que François Ier va faire une alliance très surprenante pour l'époque, qui va beaucoup choquer. C'est tout simplement s'allier avec l'Empire ottoman. Ça va être la première grande alliance entre des chrétiens et des musulmans. Le but étant ici, donc justement, de défaire cet encerclement donc de l'Empire de Charles Quint autour du royaume de France. L'objectif, en fait, c'est d'essayer, en fait, finalement, de créer une sorte d'équilibre des puissances, des forces, pour que l'empire donc de Charles Quint ne se montre pas encore plus puissant. Ça va se traduire, par exemple, par le siège de Nice, qui à ce moment-là appartient à la Savoie, donc dans l'empire de Charles Quint. Et où là, effectivement, vous allez avoir à la fois l'armée française, mais aussi donc la flotte ottomane dirigée par Baberousse, qui vont donc essayer de prendre d'assaut la ville de Nice. Ça va presque réussir d'ailleurs. C'est un exemple de coopération entre deux pays différents contre un troisième, celui effectivement donc de Charles Quint et de ses possessions. Autre chose aussi sur laquelle il va beaucoup s'inspirer François Ier pour gouverner en tant que prince de la Renaissance, ça va être centraliser le pouvoir autour de sa personne. Et pour cela, il va mettre en place une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui va imposer la langue française comme la langue administrative du royaume. Or, justement, c'est la langue du roi, c'est la langue de la cour, c'est la langue de Paris. Donc, résultat, c'est imposer la façon de gouverner donc dans la cour au reste du royaume. Ça renforce son autorité royale finalement parce qu'on utilise la même langue. Par exemple, l'ordonnance de Villers-Cotterêts dit la chose suivante. Nous voulons que dorénavant tous les arrêts, donc les décisions, ainsi que toute autre procédure, que ce soit donc dans nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française et pas autrement. C'est comme ça que la langue française devient vraiment la langue officielle, finalement, donc d'une certaine manière, du Royaume de France, aux dépens donc des langues régionales. Enfin, donc, troisième chose qui va beaucoup intéresser François Ier, dont il va s'inspirer, c'est justement les arts de la Renaissance italienne. L'Italie, en fait, au moment de sa renaissance, va redécouvrir les arts de l'Antiquité, romaine et grecque, et va inspirer les artistes à reprendre cette façon de faire dans ses sculptures, dans ses peintures, dans son architecture, pour justement faire revivre cette période glorieuse de l'Antiquité. Et donc, bah, pour le coup, parmi les œuvres les plus célèbres, on a par exemple la statue de David par Michel-Ange, ou par exemple donc la création d'Adam, là encore par Michel-Ange, la peinture, enfin plutôt la fresque murale de l'école d'Athènes par Raphaël, qui rassemble les différents philosophes de l'Antiquité, la naissance de Vénus, donc la déesse, donc par Botticelli, etc., etc.
Ce qui se passe en fait, c'est que s'il y a une profusion d'œuvres d'art à ce moment-là en Italie, c'est parce qu'en fait les artistes sont désormais protégés et employés, pardon, excusez-moi, engagés et payés donc par les princes italiens des cités italiennes. En fait, ils deviennent leurs mécènes, leurs protecteurs, qui leur fournit aussi un salaire après avoir passé des œuvres de commande. L'objectif pour ces princes italiens, c'est d'augmenter leur prestige, qui peut à ce moment-là augmenter leur légitimité à gouverner. D'autant plus que ça rapporte finalement donc toute une industrie liée aux arts et donc des emplois, des richesses. Le plus célèbre des mécènes italiens, c'est clairement Laurent le Magnifique, représenté ici, qui gouvernait notamment dans la République de Florence et qui a permis donc de financer, de protéger des artistes qui ont fabriqué des œuvres d'art très célèbres, bah, notamment la statue de David de Michel-Ange ou encore la naissance de Vénus de Botticelli. Ce qui se passe, c'est que François Ier, il va décider de copier cette façon de faire des princes italiens en utilisant lui aussi les arts pour accroître son prestige, sa renommée et faire en sorte qu'on l'admire et que dans ce cas-là, pour le coup, ça légitime son autorité, son pouvoir sur les autres. C'est comme ça, justement, qu'il va devenir lui aussi un mécène, qu'il va dépenser de l'argent pour protéger et engager des artistes, comme par exemple Léonard de Vinci, qu'il va inviter en France à sa cour, et il va le nommer premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi, donc de 1516 jusqu'à sa mort en 1519, et c'est comme ça, justement, qu'il va acheter son tableau, La Joconde, en 1518, et qu'elle va devenir, donc, pour le coup, propriété, donc, de la France. Léonard de Vinci, c'était donc en fait à la fois un peintre, un sculpteur, un ingénieur, un architecte, un scientifique. Donc des peintures parmi les plus célèbres, c'est clairement Le Repas de la Seine et donc La Joconde. Parmi effectivement donc les œuvres architecturales très innovantes, c'était par exemple l'escalier à double hélice. Autrement dit, on pouvait monter et descendre les escaliers sans jamais se croiser, parce que pour le coup c'était formé de telle façon qu'on pouvait effectivement en ce cas donc monter d'un côté ici et descendre de l'autre côté sans jamais se voir. C'est donc un escalier qui se trouve au château de Chambord. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié donc en fait l'anatomie. Par exemple, c'est comme ça qu'on pouvait voir qu'on pouvait inscrire le corps d'un homme dans un cercle. Mais aussi donc en fait les sciences de manière générale. Il a beaucoup inventé d'objets, par exemple volants, d'objets sous-marins, d'armes, qui ont inspiré après donc les hommes pendant des siècles pour s'imaginer justement faire toutes ces choses-là. De même, François Ier, il va s'inspirer de l'art de la Renaissance italienne pour justement construire de nombreux châteaux. Parce qu'il faut imaginer qu'à ce moment-là, François Ier, ce n'est pas quelqu'un qui vit en permanence dans la ville et dans la même capitale, Paris. Au contraire, il va à peu près tous les 3 mois en moyenne naviguer de château en château. Il fait en fait une cour itinérante. En fait, il se déplace avec son gouvernement et donc ses fidèles pour simplement plus facilement contrôler son royaume et voir ce qui s'y passe en voyageant régulièrement, notamment le long de la Seine, mais aussi de la Loire. Et donc, ces nouveaux châteaux qu'ils vont construire, ils se différencient très fortement des châteaux forts de la Renaissance. Un château fort de la Renaissance, si je prends un exemple, ça serait par exemple le château de Vincennes. On remarque dans ce cas-là qu'il y a énormément de monuments architecturaux qui montrent que là, pour le coup, c'est une fonction d'abord éventuelle, enfin surtout défensive, militaire. Il y a par exemple des douves pour effectivement donc empêcher les gens de passer rapidement devant les grandes murailles qui sont aussi défensives. Il y a de très petites ouvertures pour pouvoir justement plus facilement être protégé contre d'éventuelles attaques de flèches et au contraire pouvoir tirer des flèches à partir de ces faibles ouvertures. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les châteaux que François Ier va construire, eux, ils sont complètement différents. Il n'y a plus de douves, il n'y a plus de grandes murailles, ou alors s'il y a des douves, c'est justement surtout décoratif, hein. Là, par exemple, on voit que là, ça n'entoure pas tout le château. Et là, donc, la muraille, bah, là, clairement, elle ne sert pas grandement chose de muraille, c'est pas très haut, hein. Et surtout, on voit dans ce cas de très grandes ouvertures avec de très grandes fenêtres qui permettent de faire entrer la lumière. Ça devient vraiment un espace de vie, un espace donc de cour où là, effectivement, pour le coup, on peut vivre dans, pour le coup, un certain luxe. Donc, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, vous avez donc des pièces qui montrent que là, on n'est plus dans le château du Moyen Âge. Autre exemple avec le château de Fontainebleau qui se trouve donc cette fois-ci dans la vallée de la Seine. Là, pareil, il n'y a plus de douves, il n'y a plus donc de grandes murailles, de larges ouvertures un peu partout, grandes salles de réception. Donc là, on est vraiment dans un lieu de vie et de gouvernance, et non pas un lieu de guerre.
Pour résumer cette leçon, François Ier, donc en fait, il a été le dernier grand roi féodal et le premier grand roi de la Renaissance pour la France. Roi féodal, ça veut dire qu'on légitime son pouvoir par l'hérédité dynastique. Autrement dit, je suis roi parce que mes ancêtres étaient rois. Par la religion, grâce à la cérémonie du sacre, qui dit que je suis roi parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et enfin, parce que il fait reposer son pouvoir notamment par la guerre pour l'imposer aux autres, surtout s'ils se rebellent. Mais en tant que roi de la Renaissance, il va donc mettre en place de nouvelles formes de gouvernance, notamment la centralisation du pouvoir, par exemple avec l'imposition du français comme langue officielle administrative du royaume, qui était donc celle de la cour, donc du roi de France. Mettre en place une diplomatie beaucoup plus complexe qu'avant, par exemple avec l'alliance avec l'Empire turc ottoman de Soliman le Magnifique. Et puis enfin, en devenant un mécène qui va utiliser les arts pour affirmer sa grandeur, son prestige et légitimer son pouvoir, d'où l'achat, par exemple, du tableau de la Joconde de Léonard de Vinci. J'ai résumé ça aussi sous la forme d'une carte mentale avec toujours les questions où, quand, qui, cause, déroulement, conséquence pour répondre à la question comment François Ier se transforme de roi féodal à roi de la Renaissance. Donc là, je vais pas tout répéter, je l'ai dit effectivement donc à la question précédente, enfin la page précédente. Pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez essayer de répondre à ces 7 questions flashcards, questions-réponses. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions-là, et puis après, vous remettez la vidéo en marche pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Allez, on estime que là, effectivement, donc vous avez répondu aux questions, vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien, voici la correction. Si jamais il y a des erreurs, n'hésitez pas, bien évidemment, à les corriger. Et si ce n'est pas le cas, eh bien bravo à vous et à la prochaine!